Vous me dites ce que vous préférez. Ça va, point de vue éclairage? Alors le titre 1810, Lyonnais marié de l'empereur. Bon, l'image est quand même évocatrice, mais cet empereur-là, on va en parler un petit peu, mais ça ne sera pas notre sujet principal. Bien que notre sujet va être quand même lié à lui, quand même, au cours de l'exposé. Alors on va en parler, voilà, un petit sommaire pour vous dire de quoi on va parler ce soir. On va rappeler un peu le contexte de 1810. On va évoquer la grande fabrique de soie à Lyon, parce qu'on va se focaliser essentiellement sur Lyon. Des militaires retraités, on va en parler. On va parler de la compagnie des voltigeurs, au passage, et puis on verra le coût des opérations pour la ville de Lyon. Alors le contexte de 1810, il va être vite fait. L'Europe, en 1810, Napoléon s'était éparpillé un peu de partout. Et pour ce faire, bien sûr, il a fallu qu'il fasse la guerre. Et pour faire la guerre, on a besoin de soldats. Logique. Et puis, cette même année, il prévoit de se remarier. Il a divorcé de sa chère Joséphine. Et un mariage est prévu le 2 avril 1810 avec Marie-Louise d'Autriche. Il va se remarier. Alors, ce sont des événements importants, notamment pour la ville de Lyon, car chaque fois qu'il y a des mariages, des événements heureux, des naissances, etc., des victoires, la ville organise toujours de très grandes fêtes. Et ça va être effectivement l'occasion d'en faire. Mais il va y avoir une petite particularité. Il va y avoir deux décisions. Une décision lyonnaise, purement lyonnaise. Donc la ville, toute seule, sous sa propre autorité, va prendre de certaines décisions. Et puis on va se trouver avec un décret impérial. Et alors, curieusement, la ville de Lyon va prendre une décision le 24 mars 1810 et le décret impérial va être pris le 25 mars, c'est-à-dire le lendemain, un jour d'écart. Alors, en quoi ça va consister? Eh bien, ça va consister, la ville de Lyon va décider effectivement, en plus des fêtes, qu'on va appeler des fêtes municipales, elle a décidé qu'elle va organiser des mariages. Alors, des mariages entre qui? Eh bien, pour honorer la fabrique de soie, elle va marier ce qu'on appelle des filles de la fabrique, c'est-à-dire des ouvrières, des fabricants de la fabrique, avec des ouvriers de la fabrique également. On honore la fabrique de soie à Lyon. Elle est très importante. Alors, pour cela, en même temps, donc le lendemain, le décret impérial, que la ville va bien être obligée d'appliquer. Donc elle va être obligée d'appliquer la décision de l'empereur. Donc le 21 avril, elle prend une décision, puis elle n'a pas bien trop le choix. Pourquoi? Parce que Napoléon, justement en 1810, il a un peu aidé financièrement à remonter la fabrique de soie, qui avait des petits problèmes financiers. Donc il ne peut pas faire autrement, hein, sinon il coupe les vivres. Et alors l'empereur va décider que la ville, alors c'est pas que la ville de Lyon, puisque sa décision va être portée également sur tout le territoire de l'Empire, d'organiser des mariages pour des militaires à la retraite. Donc on a deux types de mariages totalement différents, mais qui vont se passer quasiment en même temps, et pour une raison commune quand même, puisque c'est malgré tout lié au remariage de l'empereur, pour fêter cet événement. Alors les célébrations des filles de la fabrique, elles vont avoir lieu le 8 avril 1810, et celles décidées par l'empereur le 29 avril 1810. Donc on voit qu'on a deux types de mariages totalement différents, mais pour une raison quand même commune malgré tout.
Alors parlons un peu de la grande fabrique, donc très importante au niveau de la soierie. Alors qu'est-ce que la ville va décider? Eh bien voilà, dans son conseil municipal, le 24 mars, elle dit « ne consultant que ses propres sentiments ». Donc, elle prend bien ça sous son bonnet. Et ceux de tous les Lyonnais, considérant qu'elle ne peut être fêter le mariage de Sa Majesté d'une manière plus solennelle qu'en associant aux réjouissances publiques, donc les fêtes publiques, des actes de bienfaisance. Donc là, on voit sa charité, on va dire, et d'une magnificence vraiment utile et durable, émet à l'unanimité le vœu suivant. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider? Elle va décider que le jour du mariage de leur majesté, 12 filles, ayant leurs frères ou proches parents dans les armées de l'empereur, seront mariées. Alors, on va prendre sur les 12, on va en prendre 8 dans la fabrique proprement dite, et puis les autres, on va les prendre dans d'autres manufactures, mais qui ont un intérêt quand même au niveau tissage, au niveau qui porte quand même les couleurs de la ville, quoi, au niveau commerce, la réputation. Alors elles seront mariées, bien évidemment, à l'église primatiale, et elles vont être dotées d'une somme, chacune de 1500 francs, ce qui est une somme quand même correcte pour l'époque. Hein. Ils ne sont pas fichus d'elle. Et à partir de là, on va célébrer donc ces fameux mariages le 8 avril 1810. Alors on va trouver dans les registres un intitulé, car ces mariages, ces 12 mariages de la fabrique, qui vont avoir lieu à la queue leu-leu, tous à la suite, les uns après les autres. Mais en tête, il va y avoir un petit speech qui va rappeler les conditions pourquoi on marie ces jeunes filles. Donc on va rappeler la décision, etc., qui a été prise par la ville. Et puis que ces 12, il y a quand même une condition. Il faut qu'elles aient un frère ou un parent dans leur famille qui soit dans les armées françaises. Donc elles sont prises parmi, elles vont épouser des ouvriers de la fabrique des étoffes, de soie. On reste dans le milieu de la fabrique. Et on rappelle qu'elles sont dotées de 1500 francs. Alors cette décision, comment elles sont sélectionnées? Eh bien, ça va être le Conseil des prud'hommes. Alors, Conseil des prud'hommes, c'est une organisation qu'on connaît encore aujourd'hui, qui existe, et qui a été créée par Napoléon à Lyon, du moins le Conseil des prud'hommes de Lyon, a été créé par Napoléon en 1806. Alors, il a piqué un peu pompé, on va dire, sur ce qui existait au préalable. Déjà, il y avait déjà des règlements qui réglaient les conflits entre ouvriers et patrons. Donc il va s'en inspirer et il va créer donc ce Conseil des prud'hommes. Alors c'est le Conseil des prud'hommes qui va sélectionner, donc on voit bien qu'on est dans un domaine de métier. Et puis il y aura les pères de famille, évidemment, qui donnent leur avis. Alors qui on va sélectionner? Bien, dans ces 12 mariages, on va retrouver 22 fabricants en soie et 2 chapeliers ou chapelières, parce qu'on essaye de réunir quand même le même métier, on les met un peu ensemble. Alors voilà une liste donc des 12 qui ont été sélectionnés avec leur futur mari. Alors peut-être parmi eux, il y a peut-être des noms qui peuvent vous inspirer, c'est possible. Alors ce qui est intéressant, du moins moi ce qui m'a intéressé, c'est d'aller vérifier si les jeunes filles, du moins certaines, parce qu'on ne va pas prendre les 12 bien entendu, si les jeunes filles avaient vraiment appliqué la règle et si elles avaient respecté les ordres qu'on leur donnait, c'est-à-dire d'avoir un frère, un parent dans les armées de Napoléon. Alors on va regarder un petit peu celles-ci, donc elles ont une dot, frère ou proche parent, donc c'était une condition. Alors on va en regarder 2. On va regarder Jeanne Barriot et Gabrielle Tonnerieux. Bon, j'ai choisi celle-ci, vous allez me dire, mais pourquoi celle-ci et pas les autres? Il fallait en choisir 2, c'est tombé sur elle. Alors, Jeanne Barriot. Bon, pour en savoir, vite fait, on fait une petite généalogie rapide. On a le mariage, donc on va retrouver les parents,
des informations, et puis après, on va essayer de chercher si elle a des frères et sœurs. Alors, ceux qui vont nous intéresser sont les frères, bien entendu. Donc, on va lui en trouver au moins il y aura une fratrie au moins de 5, mais il y en a peut-être plus. Hein. On ne va pas chercher plus loin, parce que pas assez de place pour aller plus loin. Donc, il y en a un qui va nous intéresser, c'est son frère Jean-Louis, qui est aussi dans la ouvrier en soie. Alors, on voit déjà dans un premier temps que Jean-Louis, déjà il était vivant au moment du mariage de sa sœur, puisqu'il s'est marié en 1815. Alors on va essayer de faire une petite enquête sur lui, voir si vraiment il était dans les armées de Napoléon, et si les conditions ont été respectées pour Jeanne. Alors, au passage, on a réussi à récupérer sur le père de Jeanne, on a vu qu'il était lui aussi, il travaillait à la fabrique. On retrouve aux archives départementales son apprentissage, un contrat chez les notaires. Puis on va lui retrouver son compagnonnage, toujours chez les notaires. Et aux archives municipales, on va trouver sa maîtrise. Donc, il va avoir aussi des ouvriers à sa charge. Alors le frère. Alors effectivement, Barriot, Jean-Louis, ouvrier en soie. Alors, comment on fait pour retrouver un militaire comme ça, à cette époque ? Première chose, on voit déjà sa date de décès. On l'a trouvé en faisant sa généalogie. Et on voit qu'il est décédé en 1859. Alors ça, c'est une date qui est intéressante pour nous, à cette époque. Pourquoi ? Parce que on va aller chercher dans les médailles de Sainte-Hélène. Donc, les médaillés de Sainte-Hélène, c'est une décoration qui a été ordonné par Napoléon III, 2 ans auparavant, 1857. Alors on se dit, on a peut-être une chance de le trouver celui-là. Alors on a de la chance, on est sur Internet, c'est en ligne, on peut voir les médaillés de Sainte-Hélène et la liste. Alors on va le chercher, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une fiche qui va nous dire, il a un petit prénom, hein, donc certainement il est surnommé Barillon. Alors, est-ce que c'est lié à sa taille ? Allez savoir. On découvre qu'effectivement, il était en activité entre 1807 et 1811. Donc ça nous va bien, puisque nous, c'est 1810, le jour du mariage de sa sœur. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait plusieurs campagnes, notamment en Italie, en Espagne, et en plus, on sait qu'il a été blessé à Tarragone. Donc Jeanne, c'est bon. Elle a bien rempli les conditions, donc elle va pouvoir toucher la dot. Alors, en ce qui concerne l'autre jeune fille, Gabrielle Tonnerieux, on va procéder un peu de la même manière. On a la date du mariage, donc on va pouvoir retrouver ses parents. On fait une petite recherche, on les trouve, et on retrouve à la descendance des frères. Et il y en a un qui va nous intéresser, c'est Louis, qui est aussi dans la fabrique de soie. Alors lui, pareil, on voit qu'il est aussi marié en 1815. Bon, donc, première condition, il est vivant déjà. Alors, la même chose, on a aussi sa date de décès qu'on a trouvée en faisant ses recherches généalogiques. 1870, donc il n'y a pas de souci, là, on est sûr qu'il a eu la médaille de Sainte-Hélène également. Donc, même recherche, médaille de Sainte-Hélène, on découvre qu'il est au 6e régiment d'infanterie légère, qu'il a participé, qu'il était en activité entre 1809 et 1814, donc en 1810, il était bien en campagne avec Napoléon. Voilà la liste de ses campagnes, donc il en a fait pas mal. Et lui aussi, il a été blessé également, avec une balle à la jambe droite, un coup de sabre au poignet droit qui lui coupe l'os et au menton. Donc, on va pouvoir dire qu'effectivement, ces deux jeunes filles ont bien rempli les conditions. Et on peut supposer que les autres, c'était pareil. Alors maintenant, on a vu cet aspect de la fabrique, un peu particulier à Lyon quand même. On va s'intéresser aux militaires du décret impérial. Alors on va en voir, pareil, on va essayer d'en voir 3. Alors d'abord, on va reprendre le décret. Qu'est-ce qu'il dit ? 25 mars 1810. Il demande à ce que soit
marier 6 militaires en retraite, ayant fait au moins une campagne, donc seront mariés. Alors, il nous donne une date, 22 avril prochain. Bon, à Lyon, ça n'a pas été le 22, ça a été le 29. Avec des filles de leur commune, et auxquelles il sera accordé une dot de 1200 francs. Donc 1200 francs pour Paris, et 600 francs pour le reste de l'Empire. Donc un petit peu moins. Mais bon, il distribue, on va voir comment, sur tout le territoire quand même. Alors, les annexes du décret vont préciser un peu comment ça va être réparti. Donc, dans chaque ville, soit 10 militaires, soit 5, soit 2, en fonction de l'importance de la ville, du canton, ou s'il y a une justice de paix, etc. Ça va varier, le nombre va varier en fonction de l'importance de la ville. Alors, comment vont être choisis ces militaires et les filles? Alors là, c'est pas du tout le conseil des prud'hommes cette fois. Ça n'a plus rien à voir. Mais ça va être les conseils municipaux pour les villes qui ne sont pas à Paris. À Paris, c'est le conseil général. Là, pour les autres villes, ça va être les conseils municipaux. Et tout dépend de l'importance de la ville. Ça peut être les juges de paix ou qui sera composé une commission avec 2 maires, 2 curés, enfin, etc. Mais pour nous, ça nous intéresse, ce sont les conseils municipaux pour Lyon. Alors, la ville de Lyon est bien obligée d'appliquer le décret de l'empereur. Elle ne peut pas trop faire autrement. Donc, on va trouver une délibération, effectivement, qui va le mentionner. Alors, intervient l'adjoint de l'époque, qui va lire la lettre du préfet, qui rappelle qu'il faut marier 10 militaires à la retraite, ayant fait au moins une campagne, et rappelle les conditions qu'il va y avoir une délibération du conseil municipal. Alors, on va établir une première liste de 23 militaires au départ. On va les sélectionner. Et puis, c'est là où intervient la ville de Lyon, intéressante et sa bienfaisance, considérant que les fêtes municipales, que le conseil municipal de son propre mouvement a déjà fait célébrer, ne saurait être un motif de suspendre la célébration des mariages militaires indiqués par Sa Majesté. Effectivement, on dit, zut, je viens de me payer 12 mariages, et là, on m'en demande 10 autres. Ça coûte des sous, tout ça. Hein. Bon, mais elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'appliquer les consignes du décret, sans oublier que Napoléon avait quand même donné un petit peu de sous pour la fabrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, effectivement, on va désigner les 10 heureux élus dotés des 600 francs que demande le décret. Alors, les voilà, on voit donc le fameux Gentival, il est dans la liste. Mais, voilà, Lyon ne fait jamais comme tout le monde. Elle veut être équitable. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en rajouter 2 autres. C'est-à-dire, au lieu de 10, il va y en avoir 12. En les personnes d'un certain Louis Bourbon et de Jean Benoît, qu'on va marier à Victoire Pétrus. Alors, au stade de la délibération, c'est vrai, on ne connaît pas la femme de Louis Bourbon. Elle n'est pas nommée. On va la trouver après. Donc, Louis Bourbon va avoir la même dot que les autres. Et en ce qui concerne Jean Benoît, on va prendre en charge les frais de son mariage, civil et religieux. Donc, le Conseil voudrait que ces mariages ci-dessus arrêtés soient célébrés de la même manière que les 12 mariages votés par lui dans sa séance du 24 mars. Donc, équitable. Hein. On ne fait pas de jaloux. On fait les mêmes fêtes. 12-12. Hein. Toujours l'équité. Donc, effectivement, ces mariages vont être célébrés le 29 avril, et non pas le 22, comme le demande l'empereur. Et un grand dîner va être offert à l'hôtel de ville. Mais même pour ceux de la fabrique, ce sera pareil, c'est dans les mêmes conditions. Alors, le même principe,
les mariages, comme ceux de la fabrique, ils vont se dérouler à la queue leu-leu, tous les 12, à la suite, avec un intitulé au début du registre, enfin de la série de ces mariages, qui va rappeler, pareil que la fabrique, on va rappeler le décret, on va rappeler les conditions pour obtenir cette dot de 600 francs, militaire ayant fait une campagne. Et on dote les filles de 600 francs, ou du moins le militaire, mais peu importe, ça fait partie de la même boîte. Alors on va s'intéresser. Donc, qu'est-ce que je dis ? Oui, donc on va. Donc ils vont célébrer donc ces mariages. Donc ce qui nous intéresse, ça va être d'aller rechercher quand même 3 de ces militaires. Donc on va voir Julien Camilla, on va aller chercher, donc, qui fait partie des 10 élus, on va voir Louis Bourbon et Jean Benoît, qui font partie des 2 qui ont été rajoutés. Et on va s'intéresser un petit peu vraiment à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait. Alors, Jean Benoît, je vous ai mis un petit sous-titre, Le Monde Milan. Donc on va en parler, on va dire ce que c'est. Alors, pareil, rapidement, on va faire une petite généalogie. On a son mariage, ses parents, et vous voyez que, à gauche, quand même, je vous ai cité qu'il y avait un contrat de mariage. Donc je vous dirai comment j'ai réussi à trouver le contrat de mariage qui est noté nulle part, sauf dans un tout petit endroit que je vous dirai tout à l'heure. Alors c'est un garçon qui a été délaissé par ses parents. Alors, on peut comprendre quand il a été délaissé en 1787, où il se trouve que les 2 années 87-88 ont été des années très difficiles pour la fabrique, parce qu'ils sont encore dans la fabrique, ils sont aussi des soyeux, ils travaillent aussi dans la fabrique militaire, mais ils travaillent encore dans la fabrique. Donc on peut peut-être comprendre que les parents l'ont délaissé, parce qu'ils n'avaient plus de sous pour l'élever, comme on trouve souvent des abandons dans les registres de l'Hôtel-Dieu ou de la Charité. Alors il a été placé dans le budget et dans le département de l'Ain, et il a été élevé jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais malheureusement, ses parents ne sont jamais venus le récupérer. Donc il a 16 ans en 1801. Donc ça nous donne un petit aperçu, éventuellement, qu'est-ce qu'il a pu faire après. Alors son contrat de mariage, les contrats de mariage, tous, que ce soit la fabrique ou les militaires, ils ont tous été signés, non pas chez le notaire Riva, mais à l'hôtel de ville. Alors tous le même jour, côté fabrique un jour, militaire un autre jour, enfin tous ensemble, par groupe. On précise bien sûr à chaque fois le montant de la dot, du décret, et par qui c'est payé ? Par les deniers de la ville de Lyon. Donc c'est pas l'empereur qui va les payer, c'est la ville. Donc elle est contente. Alors intéressant, les parents de l'épouse font une dot à la jeune fille de 100 francs en la valeur d'un métier à tisser propre à la fabrique des étoffes de soie. Alors quand on relit tous les contrats, parce que moi j'ai récupéré les 24 contrats, vous me les payez, intéressant parce que dans d'autres contrats de mariage, donc de militaires, quelquefois, les parents vont offrir, alors chaque fois, une somme d'argent pour la valeur d'un métier à tisser. Alors on se dit, c'est intéressant de connaître la valeur. Alors là, c'est 100 francs, et dans d'autres mariages, ça va être 200 francs jusqu'à 300 francs. Alors, combien vaut vraiment un métier à tisser ? Ça, il faudrait faire des recherches pour vraiment connaître le truc, mais ça donne au moins, on sait que ça peut valoir au moins 300 francs. Et puis elle apporte ses gains et ses économies parce qu'elle travaille elle aussi. Alors, Julien Camilla et Louis Sylvestre, ils sont mariés, ils ont eu des enfants qui se sont mariés eux aussi, et on va retrouver quand même une petite généalogie descendante. Et on va les retrouver quand même d'une manière assez intéressante, puisqu'on peut
redescendre jusqu'en 1916. Vous ne la dites pas là, parce que ce serait trop long, hein, ce n'est pas le but. Mais à titre indicatif, la généalogie va au moins jusqu'en 1916. Alors, je vous ai parlé du monde Milan. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le monde Milan, c'est après la conquête d'Italie en 1805, Napoléon a créé un organisme qui est un établissement financier. Alors, il n'en a pas créé qu'un seul, là c'est Milan, donc à Milan, en Italie, mais il en a créé un peu partout, qui permettait de récupérer donc son butin, il fallait qu'il le mette quelque part, et ça va servir à payer, entre autres, les retraites de ces militaires. Alors, la particularité du monde Milan et des autres, alors on dit que ça fonctionne comme un majorat, donc c'est le même principe, c'est aussi des rentes qu'on donne, mais qui sont réservées à la noblesse, ou des grands officiers, quelque chose comme ça. Mais le truc important, c'est que cet établissement, ces pensions, ces retraites, vont être garanties par des fonds immobiliers du dit pays, entre autres l'Italie, des biens fonciers. Donc une sorte d'hypothèque. Bon, jusque-là, bah oui, c'est bien. Pourquoi pas, c'est bien. Alors les destinataires, les soldats et officiers de Napoléon, et le montant de ces pensions, de 500 à 5000 francs or, en fonction du grade du soldat. Alors cette dotation du monde Milan, donc Napoléon l'a écrit au camp impérial de Schönbrunn en 1809, le 15 août. Alors qu'est-ce qu'il dit? Voilà, premièrement, tout généraux, officiers et soldats, de quelque arme qu'ils soient, qui aux batailles de Thann, d'Absenberg, d'Eckmühl, de Ratisbonne, d'Essling, de Wagram, auraient perdu un membre et seraient vivants aujourd'hui 15 août, seront compris de la même manière dans les classes de dotation, c'est-à-dire les catégories de montants, en fonction du grade, que nous accordons pour récompense des services qui nous ont été rendus savoir. Alors, on va déterminer ces classes, mais la condition, c'est avoir perdu un membre, donc être invalide. Alors, l'article 3, il a été créé à cet effet, 1500 places. Alors, il va décliner les classes, donc 6e classe 500 francs, 5e classe, etc. Donc, représentant un total de 50 000 francs de rente pour l'ensemble, et pris sur les fonds réservés du Monte Napoleone. Bon, ben, tout va bien? Tout va bien, sauf que Napoléon abdique en 1814. Traité de Fontainebleau. Qu'est-ce qu'il est dit? Article 1. Il renonce pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'Empire français et le Royaume d'Italie que sur tous autres pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cet article, dans ce traité, il y a un petit article dont on ne parle jamais, qu'on passe sous silence, du moins, parce que c'est peut-être pas intéressant à parler, mais voilà, nous, ça va nous intéresser. L'article 13, les obligations du Monte Napoleone de Milan envers tous ses créanciers, soit français ou étrangers, seront exactement remplies sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard. Ce qui veut dire, ok, je renonce à tous les biens, je vous ai tout piqué, je vous rends tout, sauf que, s'il vous plaît, article 13, gardez-moi mon monde Milan, puisque c'est important pour payer les pensions de ces soldats. Et puis, un peu plus tard, presque un an plus tard, le Congrès de Vienne, 1815. Donc, il va déterminer les conditions de la paix et puis refaire les frontières de l'Europe. Alors, l'article 97, il va de nouveau réitérer cette demande.
Alors l'article 97 dit ceci. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de Milan à Milan les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différents princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant au dit établissement et placés dans ces différents pays resteront affectés à la même destination. Donc, rebelote. Les pays ont dit, là, nous, on récupère nos billes. Hein, très bien. Bon, mais Napoléon dit, est-ce que je pourrais bien garder mon petit monde de Milan? J'en ai besoin. Alors bon, oui, on l'a mis dans le traité, hein, pas de problème. Mais, voilà, la condition qu'il avait demandée n'a jamais été remplie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les soldats, pension, Tintin, on dit, voilà, sucré. Alors, il va falloir attendre 1821 pour qu'un projet de loi soit donc écrit. Et intéressant, si vous faites des recherches justement pour des militaires à cette période, donc vous allez trouver, c'est sur Gallica, à la BNF, un document, c'est un ouvrage très 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 volumineux, qui s'appelle donc État des donataires totalement dépossédés qui ont droit à l'indemnité fixée par la loi proposée aux chambres en 1821. Donc ça c'est un document, un ouvrage qu'on trouve sur Gallica, et vous allez voir pourquoi il est intéressant. Alors que dit ce premier article? Les donataires français entièrement dépossédés de leurs dotations situées en pays étrangers et qui n'auraient rien conservé en France. Oui, il faut qu'ils aient aucun actif en France, hein, bien sûr. Et à leur défaut, les héritiers de leurs dotations, puisque ces pensions étaient transmissibles aux enfants, héritiers, veuves, etc., recevront en indemnité de leur perte une inscription immobilière au grand livre, 5% consolidé, avec jouissance au mois de septembre 1820. Le montant de chaque inscription sera réglé pour chaque classe. Donc on va reprendre les classes en fonction du montant qu'ils avaient à l'époque. Ces inscriptions seront possédées au même titre et sont soumises aux mêmes conditions que les dotations initiales. Alors ces donataires, donc, on va retrouver les classes avec 5 000 francs, 4 000 francs, 2 000 francs et de 500 à 1 000 francs, suivant le grade qu'ils avaient. Et puis, c'était transmis. Donc les veuves en auront droit, mères, sœurs de donataires, des militaires des armées royales, les pensions accordées sur les revenus de domaine extraordinaire. Donc tout ça, vous allez le trouver dans ce livre. Et il y en a quelques-uns, parce qu'il n'y a pas que le monde Milan qui est concerné. Je donnerai la liste tout à l'heure des différents établissements. Alors notre Julien Quémillat, on va aller voir des fois. On a dit qu'il était... il fallait qu'il remplisse des conditions d'amputation, blessé. Alors on va vérifier, on ne sait jamais, peut-être qu'il a eu quelque chose. Effectivement, on va le retrouver dans ce livre, en bas à gauche, je vous le montre, je vous l'ai encadré. Qu'est-ce qu'on lit? Camilla, Julien, voltigeur au 5e d'infanterie légère. Une indication qu'on n'avait pas. Tout à l'heure, au mariage, c'est pas marqué. On trouve bien la date qui correspond à la création de cette pension, 1809. On voit bien qu'elle est garantie, c'est le monde Milan, qu'elle était à l'origine de 500 francs, qu'il a été amputé, mais, compte tenu des circonstances, cette pension sera réduite de moitié. Donc à partir de 1821, au lieu de 500, il touchera que 250, ainsi que ses copains, c'est pareil. Le deuxième militaire, Louis Bourbon. Alors je l'ai surnommé intrépide soldat, c'est pas pour rien. Il est voltigeur au 108e régiment d'infanterie. Donc ça, on va le trouver un peu plus tard. Petite généalogie rapide.
On a le mariage, on retrouve les parents. Alors, eux, ils sont pas de Lyon. Hein. Sauf qu'ils sont mariés quand même à Saint-Nizier. Donc, alors là, c'est là où on va retrouver quand même le nom de sa femme, qu'on n'avait pas au départ. Alors, la condition, on sait dans la délibération de la ville, du 21 avril, qu'il avait fait 3 campagnes, ça avait été indiqué, qu'il est la jambe droite emportée à Wagram. On le dispense d'être présent à son mariage, peut-être qu'il était un peu trop machin, mais il sera bel et bien présent. Qu'il est voltigeur au 108e régiment d'infanterie, et on lui affecte bien sûr cette somme de 600 francs de pension, enfin de dot, parce que c'est pas la pension, c'est une dot là. Alors, les mariés, ils vont avoir une fille, et puis elle s'est mariée, certainement, elle a eu des enfants, ça, c'est une généalogie qui pourrait être faite par la suite, mais on s'en occupe pas pour le moment. Alors on va rechercher lui aussi, puisqu'on sait qu'il a été amputé. Peut-être bien qu'il touche la même pension. Effectivement, lui aussi, on va le retrouver, la même pension, garantie par le Mont de Milan, et il va subir les mêmes conditions que son copain Julien. Il a été amputé et la pension est réduite de moitié. Alors on a récupéré quand même, oui, ça va l'air après. Alors on trouve, à la bibliothèque municipale, un petit document qui s'appelle le Butin de Lyon. De Balanche. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le sieur Louis Bourbon, voltigeur au 108 régiment. Alors, natif de Lyon, on va voir que c'est pas exactement ça. Blessé à la bataille de Wagram, doit être entré dans ses foyers, est invité à se présenter au secrétariat de la mairie pour y retirer un brevet de dotation de 500 francs de rente annuelle qui lui a été accordée. Donc, c'est la rente initiale, hein, avant qu'elle ait été réduite. Son contrat de mariage, donc signé le 21 avril, comme les autres, du moins pour les militaires. Alors on rappelle la dot qu'il reçoit du décret, payée des deniers de la ville de Lyon. Ils ont tous été payés par la ville de Lyon. Et puis, il est très gentil avec sa femme, puisqu'il va lui faire une donation. Il lui donne sa pension annuelle de 500 francs. Alors, on sait qu'il est au 108e régiment d'infanterie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en ligne, donc on va au SHD, en ligne, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Alors oui, on va trouver sa fiche militaire, et on va trouver qu'il est alors qu'il n'est pas né à Lyon, il est né à Paris. Ses parents étaient parisiens, étaient gaziers, toujours dans le tissu. Il est conscrit en 1806, donc il dépend bien du canton de Paris, car c'est son dernier domicile. Une petite description physique, 1m60. Pas très grand, bon, etc., etc. Alors on va vérifier la conscription. Alors Napoléon écrit dans une correspondance au général Dejean, il écrit de Berlin en novembre 1806, les conscrits n'ont pas besoin de passer plus de 8 jours au dépôt. Il faut que ça aille vite. On a besoin de soldats rapidement. Alors, arrivé au corps des recrues, donc avec sa fiche militaire, on va pouvoir comparer, effectivement, et on va voir que ça correspond, quand Napoléon décrit comment ça se passe, eh bien, effectivement, d'après la fiche, ça va correspondre à une demi-journée, une journée près, à peu près. Il reste 8 jours au dépôt, qui va servir pour l'habillement, etc. Puis, ils vont avoir une période d'instruction de base pendant 15 jours, à peu près 15 jours, parce que c'est peut-être moins. Ils vont incorporer un bataillon. Donc, en l'occurrence, pour lui, ça sera le 3e bataillon de voltigeurs du 108e régiment d'infanterie. Et puis, après ça, ils partent combattre en étant épaulés par des soldats plus âgés. Donc, ça ne dure pas longtemps. Hein. On ne peut pas dire qu'ils ont une formation. Alors, on nous a dit on a trouvé que Louis Bourbon a participé à 3 campagnes
et s'est distingué aux batailles de Tann et Wagram. Il s'est distingué. On va faire quelques recherches là aussi. Alors, Tann, où ça se trouve? Alors, je vous encercle la ville. Et par rapport à l'Allemagne, vous voyez, voilà, petit rond où ça se passe. Alors, la bataille de Tann, petite image qui le rappelle. Alors, ça nous dit, donc, c'est un autre bibliothèque municipale, on trouve un livre qui s'appelle Victoire, conquête, désastre, revers et guerre civile des Français de 1792 à 1815, de Panchcook, l'édition 1831, et qui nous dit Bourbon, voltigeur au 108 régiment de ligne, né à Lyon. On a vu que ce n'était pas Lyon, c'était Paris. Le 19 avril 1809, à la bataille de Tann, ce voltigeur s'étant avancé en tirailleur, tomba dans une embuscade de 12 Autrichiens, commandés par un officier. Cernez, cernez, les voilà, s'écrie le soldat, après avoir fait feu 2 fois sur le détachement. Le commandant autrichien, le voyant charger de nouveau son fusil, avance d'un pas et lui présente la poignée de son épée. Bourbon le tient couché en joue, lui ordonne de faire mettre bas les armes à sa troupe, le conduit, donc la conduit, c'est la troupe, la conduit prisonnière au quartier général et remet à son colonel l'épée de l'officier. Le dit officier qui s'aperçut alors qu'il s'était laissé prendre et désarmé par un seul homme. Cet intrépide soldat eut la jambe droite emportée le 5 juillet suivant à Wagram. Oui, de peau. Alors, on fait un petit tour vérifié, puisqu'on avait quelques éléments. Et effectivement, d'après la fiche qu'on a, on va retrouver qu'il a été blessé, par contre, à la tête. Alors, il est amputé, c'est peut-être pour ça qu'on lui a dit, écoutez, on vous dispense d'être présent à votre mariage. C'est un peu trop attigé. Mais non, ils étaient présents quand même. Donc, on rappelle, donc, dans le conseil municipal, il nous disait bien qu'il était natif de cette ville, ce qui apparemment n'est pas ça. Il a fait 3 campagnes et a eu donc une jambe amputée à la bataille de Wagram. Donc ça correspond bien au bonhomme. Alors le 3e. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Alors un petit sous-titre, les invalides. Donc on va trouver qu'il est aussi Fourier à la 4e légère. Alors lui, c'est un cas. Fourier, c'est ceux qui vont en avant de l'armée, enfin de la compagnie, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'ai pas fait mon service militaire, donc même si je suis petite fille de militaire, je m'en excuse, mais voilà, je suis pas très experte dans l'armée. Mais ils s'occupent d'aller en avant, de fournir des munitions, du ravitaillement, etc. Ils sont quand même un peu en première ligne. Alors, pour Jean Benoît. Alors, reprenons. La délibération du 21 avril nous dit que le Conseil va consentir à prendre en charge les frais du mariage civil et religieux. Puisqu'il a eu une jambe, lui aussi, emportée devant Alexandrie. Ah, ça c'est une indication. Alexandrie, donc, c'est qu'il est parti en Égypte. Alors, son mariage aura lieu avec Victoire Pétrus et qu'il a 3 enfants issus de leur liaison, qui seront reconnus par eux, par le mariage. Très bien. Tout va bien. Le contrat de mariage. Alors, on reprend, étant donné les liaisons des futurs époux, sont issus 3 enfants, qu'ils ont intention de les légitimer. Donc, les légitimer, ce n'est pas simplement les reconnaître, mais c'est leur donner vocation à recueillir leurs biens, succession, considèrent comme des enfants légitimes. Les dits Jean-Benoît et Victoire Pétrus reconnaissent librement, partiellement, qu'ils ont un enfant. Alors, ils vont décrire les 3 enfants. Alors l'aîné, un enfant de sexe féminin, qui est né à Avignon, au début du mois de mai 1803, à laquelle on donne le prénom de Justine. À retenir le prénom. Et puis on nous donne les 2 autres enfants qui, eux, sont nés à Lyon, sans problème.
Alors là, pour le mariage, pour le contrat de mariage. Et le mariage, presque 8 jours après. Alors ils reconnaissent que dans leur liaison sont nés 3 enfants, mais masculins, à Avignon, au mois de mai 1803. Et puis une fille, on a changé de sexe, et qui s'appelle Julien. Et on décline les 2 autres enfants. Alors là, il y a un bug là. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qu'on fait nous en tant que généalogistes? On va aller vérifier. Donc on va se balader à Avignon et on va aller chercher l'acte de naissance pour vérifier. Alors nous voilà retrouvés à Avignon, les archives départementales. Donc on a fait un petit voyage en barque. Donc on va chercher la naissance soit d'un Julien ou d'une Justine Benoît, née début mai 1803. On s'est dit peut-être que est-ce qu'il y a eu un mort-né, des jumeaux, voilà, on se pose plein de questions. Hein. Donc on va trouver effectivement l'acte de naissance. Mais surprise, dans l'acte de naissance, c'est une Louise Pétruse Benoît qui est bien née à la date convenue, début mai. Alors, on passe d'une fille, après on dit que c'est un garçon, et en fin de compte, on retrouve une fille. Alors, j'ai fait tout le registre intégral, vérifier s'il n'y avait pas effectivement un enfant mort-né, un jumeau, ça aurait pu se faire. Rien du tout. Alors, par contre, il y a un truc intéressant, c'est ce que fait Jean Benoît, lieutenant honoraire à la succursale des Invalides. On est à Avignon. Alors, on va s'intéresser, qu'est-ce que c'est que cette succursale? Donc, lieutenant honoraire, c'est un titre honorifique, plutôt. Alors, les Invalides, Paris, vous connaissez, mais Napoléon avait créé 4 succursales à cette maison, alors qui dépendaient de divisions militaires réparties un petit peu sur le territoire français. Et notamment, bien sûr, il y en a une qui aura été créée à Avignon. Alors que dit cette création pour l'ensemble des succursales? Premièrement, il sera successivement et à mesure du besoin donné 4 succursales à la Maison nationale des militaires invalides, donc à Paris. Chacune de ces maisons sera destinée à recevoir 2000 invalides au moins. Les invalides qui résideront dans les succursales seront logés, vêtus, nourris et traités sous tous les rapports comme le sont ceux à l'hôtel, donc ceux de Paris. On ne fait pas de distinction. Les militaires qui aimeront se retirer dans leur famille ou dans quelque autre partie de la République que de résider à l'hôtel ou dans ses succursales jouiront de la pension destinée à représenter l'hôtel. C'est-à-dire ils peuvent aller vivre en ville, c'est pas grave, ils toucheront quand même la pension des invalides. Donc la ville d'Avignon va se porter candidate pour avoir une de ces succursales. Ça va lui être attribué et on va lui affecter le retour de l'armée d'Orient. Donc ceux qui sont partis en Égypte et qui sont invalides. D'où l'explication du départ, la délibération de la ville de Lyon qui dit qu'il a été blessé sous les portes d'Alexandrie. Ça confirme. Et c'est pour ça qu'on le retrouve avec une naissance à Avignon. Alors, on va s'arrêter 2 petites minutes quand même sur cette succursale. Alors évidemment, c'est fait dans un ancien couvent des Célestins. C'est constitué, il y a des jardins, parce qu'il faut que ce soit ces soldats, il faut qu'ils se rétablissent. Alors il y a des jardins, des fontaines, belvédères, c'est très bien décoré. Il y a plusieurs bâtiments, donc il y a tout ce qu'il faut, l'école, les élèves de tambour, l'arsenal, salle de police, les bureaux, buanderie, logements, chapelle, il y a tout ce qu'il faut. Les logements des militaires invalides, un lit individuel avec drap, donc confortable. Couverture de laine, une armoire pour 2. Alors important, une tablette au-dessus du lit servant à porter le chapeau et son étui en carton. N'oubliez pas
le décorum à l'époque. L'habillement réglementaire, des chauffoirs permettant par temps froid les réunions. Et les locaux communs seront éclairés suivant la longueur des nuits. La vie personnelle. Les mariages et naissances seront célébrés et enregistrés à Avignon. Beaucoup d'Avelides qui se sont mariés logent en ville, effectivement, vraisemblablement Jean-Benoît et sa femme, ça devait être le cas, et ils perçoivent chaque semaine des vivres auxquels ils ont droit. Ils perçoivent quand même une petite pension, etc. Alors, on va s'intéresser aussi à la campagne d'Égypte. Et là, il y a peut-être encore des recherches à faire là-dessus. Alors, un document aussi qui est très, très intéressant qu'on peut trouver sur Gallica, c'est le règlement pour l'embarquement des troupes destinées à l'expédition maritime. Donc, portrait qui s'appelle « Portrait du soldat d'Égypte avant l'embarquement », c'est de la Jonquière. Donc, ça concerne l'expédition d'Égypte et il y a une édition de Lavozelle. Donc, ça, vous le trouvez aussi sur Gallica, mais on apprend beaucoup de choses. Pour compléter une généalogie, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'article 6. Il ne pourra être embarqué de femmes que dans les proportions suivantes. Donc, ça signifie que dans les campagnes, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. 10 pour les services des hôpitaux, 4 pour celui de l'habillement. Nul ne pourra être comprise dans cet état qu'elle se soit porteuse de certificats des conseils d'administration qui attestent qu'elles sont blanchisseuse ou couturière de profession et qu'elles se destinent à ce genre d'occupation. Elles recevront une patente générale. Donc elles sont payées. Et puis dans un autre ouvrage, Doudouard, le service de santé au cours de la campagne d'Égypte, on trouve mentionné parmi les achats de la commission scientifique un forceps pour une somme de 50 livres. Et alors, pour vous dire qu'il y a eu effectivement des femmes, on a un autre petit document qui nous dit, donc une biographie qui s'appelle l'Histoire de l'Hôtel Royal des Invalides, qui nous dit, qui concerne Avignon justement, la succursale d'Avignon eut elle aussi son invalide du sexe aimable. Celle-ci s'appelait Rose Alexandre Barrault, femme de l'Irak. En 1792, elle s'était engagée au 2e bataillon du Tarn avec son mari Jean-Baptiste Lérac et son frère Cyprien Barrault. Donc il n'y avait pas que des couturières, des blanchisseuses, mais il y avait aussi des femmes qui s'engageaient dans la campagne. Alors la question, effectivement, Louise Pétrus, est-ce qu'elle vient de l'Allier? Est-ce qu'éventuellement, elle-même, pourquoi elle a débarqué, on la retrouve à Avignon, pourquoi on n'en sait rien? Est-ce que si elle s'était trouvée peut-être engagée, ça, il faudrait arriver à refaire des recherches de listes d'embarquement des bateaux. Alors ça, c'est une recherche assez longue parce qu'il faut faire plusieurs ports, puisqu'ils embarquaient à Marseille, à Toulon, à Gênes, puis peut-être encore dans d'autres ports. Ça doit exister si les documents sont encore existent. Ça doit être certainement soit aux Archives nationales, soit au SHD. Bon, mais là, on n'a rien en ligne pour le moment. Donc, ça serait intéressant peut-être de fouiller éventuellement pour savoir si des fois on l'a trouvé. Alors, un autre document, que je vous conseille aussi, si vous avez des recherches dans ce cas-là. Mémoire de chirurgie militaire et campagne du docteur Larry, qui était, ou Larrey, j'ai oublié un EY. Voilà, premier chirurgien de la garde et de l'hôpital de la garde de Sa Majesté. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le signal du débarquement est donné. 10 000 Français sont aussitôt sur le rivage et se portent avec rapidité sous les murs d'Alexandrie, qui est prise d'assaut après quelques heures de combat. Donc, sous les murs d'Alexandrie, on sait que Jean-Benoît a été blessé justement sous les murs d'Alexandrie. C'est ce que la ville de Lyon nous dit.
2 divisions d'ambulances suivaient les 2 ailes de l'armée. Je fis transporter tous ces blessés dans le couvent des Capucins, lequel devint par la suite un très grand établissement. Une partie des blessures exigea de grandes opérations que je fis sur le champ, ou peu de moments après. J'organisai avec mon collègue Desgenettes le service de santé des hôpitaux sédentaires de la place d'Alexandrie. J'attachai ensuite une ambulance active à chacune des 5 divisions militaires qui composaient l'armée et j'établis après, près de moi, au quartier général, un corps de réserve de chirurgiens formant une 6e ambulance. Alors, petite généalogie rapide de Jean Benoît. Bon, il s'est marié, il a, avec sa Victoire Pétreuse. Et alors là, c'est intéressant de faire le petit point avec les différentes délibérations et les mariages. En mars, 25 mars, décret impérial. 21 avril, la délibération du conseil municipal qui applique le décret impérial, puis le mariage. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce couple? Ils ont déclaré 3 enfants. Alors, l'aîné, en fin de compte, c'est bien Louis Pétrus, puisqu'on retrouvera son décès plus tard. Ils sont légitimés. Donc, jusque-là, pas de problème. Claude et Catherine auront une petite descendance, si on fait une recherche. Après leur mariage, il y aura 4 autres enfants qui naîtront. Mais, surprise, encore une fois, ils auront aussi une descendance, on leur trouve des enfants. Surprise, entre le décret impérial et la délibération du conseil municipal, va naître Élisabeth, le 18 avril. Ce qui veut dire que Louise Victoire Pétruse était enceinte au moment du décret entre le décret impérial et la délibération. Donc elle le savait, et on pense qu'elle devait s'imaginer que la naissance allait arriver, que la petite allait naître après le mariage. Pas de bol, ça se commande pas, une naissance. Et la petite Élisabeth, elle est née en milieu. Donc, elle n'est pas légitimée. Eh bien oui, puisque la légitimation, c'était prévu dans les délibérations, dans le contrat de mariage, dans l'acte de mariage. Pour les autres, il n'y a pas de problème, ils sont nés après le mariage. Donc voilà, pour la petite Élisabeth. Alors je vous ai parlé qu'on parlera un petit peu de la compagnie des voltigeurs, parce que ça c'est quelque chose d'intéressant. Puis on en a 2. J'essaie de me boire un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors cette compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est une compagnie d'élite qui a été créée évidemment par Napoléon en 1804. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est Cahiers de Sainte-Hélène. Les voltigeurs ont été créés par moi pour profiter des petits hommes que la conscription ne pouvait atteindre. J'en ai profité, c'est costaud, j'en ai profité pour opposer les petits hommes aux grands, comme j'opposerais les blancs aux noirs, comme je formerais des compagnies de bossus s'il y en avait beaucoup. Ça c'est Napoléon, Dixit Napoléon. Alors, quelques statistiques physiologiques. De 1817, on trouve ça à Madrid. Alors, on parle que des hommes, bien sûr. Donc, en dessous d'1,57 m, il y a 28 620 personnes. Et au-dessus d'1,75 m, 2490 personnes. Donc, on voit que les tailles étaient quand même pas très grandes. Si on compare avec aujourd'hui, 2018, les hommes mesurent 1,79 m en moyenne, bien sûr ce sont des moyennes. J'ai rajouté les femmes, il n'y a pas de raison, 1,65 m. Alors le voltigeur, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il ait des aptitudes physiques assez exceptionnelles. C'est un athlète.
il doit monter à cheval lestement et d'un saut en croupe d'un homme à cheval. Alors ça veut dire quoi? Et descendre avec légèreté. C'est-à-dire qu'on a le cavalier, le premier, qui est à cheval, et lui, au son du cornet qu'on va voir, il doit, avec tout son barda sur le dos, courir et sauter accru sur la croupe du cheval. Donc, ce qui explique qu'ils aient une condition physique importante. Alors, à titre indicatif, qu'est-ce que c'est? Suivre à pied un cavalier marchant au trot, c'est la suite. Donc voilà un cheval au trot. Et il doit donc marcher, mais en fin de compte, un peu courir quand même à côté pour le suivre. Tout son bazar dans le dos. Et il n'y a pas que le bazar dans le dos. Alors la vitesse moyenne d'un cheval au trot est de 14 à 15 km/h. Alors à titre indicatif également, que j'ai relevé pour un marathon. Alors en prenant un marathon qui est de 1900, on a un marathonien, je vais plus y arriver là. Bon, le marathonien, attendez, moi je l'avais noté. Si la vitesse moyenne d'un marathon en 1908 aux Jeux Olympiques. Donc c'est Johnny Hayes, un Américain. Il avait 14,44 km/h. Donc vous voyez, on est un peu dans les temps. Et on est JO en 1908. JO, donc ça veut dire qu'ils se sont entraînés. Or là, on est en 1810, presque un siècle d'écart. Et ils ont, pas un entraînement comme des JO. Alors le costume, eh bien l'uniforme, le voilà. Donc ce qu'on appelle un sacco, c'est leur chapeau avec un plumet, donc il peut varier de couleur, suivant l'habit, bleu foncé, collet, patte, parement, chamois. Les buffleries, c'est-à-dire tout ce qui est en cuir, blanc. La culotte bleue et blanche en entrant dans les demi-guêtres. Et puis, l'armement. Un fusil très léger. Il y a intérêt, mais enfin, quand il faut se le payer et courir avec le fusil. Un sabre d'infanterie. Et éventuellement, un cornet, s'il se trouve dans la musique. Donc les voltigeurs ont un cornet, les autres ont un tambour. Le cornet, c'est quand même plus pratique pour sauter sur la croupe d'un cheval, quand on court. C'est un peu moins encombrant. On le met à l'épaule, et voilà. Alors, pour terminer, combien ça va coûter? Combien ça coûte à la ville de Lyon, toutes ces affaires? C'est pas le tout. Il faut payer les fêtes, les dots. On a vu que c'était la ville qui allait les payer. Merci. Alors, on trouve toujours dans les délibérations des détails. Alors, le budget avait été alloué de 6 000 francs. Et on commence à monter, on en arrive à plus de 60 000 francs. Donc ceux de la fabrique, voilà un petit détail. Dedans, il fallait faire une robe pour l'impératrice. Logique. On crée des médailles. On a le banquet, on donne des spectacles. Pour les militaires, pareil, les dots. Les dotations pour Bourbon, l'église. Des banquets, de la musique, un notaire. Tiens, comment savoir? On n'a pas le nom. Alors le banquet, qui a préparé le banquet? Eh bien, on va retrouver, pareil, dans les délibérations, le nom. Eh bien, en ce qui concerne décoration du tapissier, du sonneur de cloche, des musiques, des tambours, du menuisier, du loueur de voitures,
il veut pas venir. Bon, ah, mais si, il va venir. Voilà. L'installation du mat de cocagne, les gens qui ont prêté des objets, des cadeaux pour accrocher au mat de cocagne. Le repas, on a le nom du traiteur, le nom de celui qui a fourni le café, le nom de celui qui a fourni les liqueurs, les vins de dessert. Et puis, voilà notre maître Riva. C'est seulement là qu'on va trouver son nom, quand il va falloir payer la facture. Et puis on a le garçon de course, un certain Guilpard, Nicolas, qui s'occupe de faire transférer les lettres de la mairie aux organismes. Alors pour terminer, on trouve à la fin des délibérations, donc sur le registre des rapports des délibérations, un tableau alphabétique. Et à la lettre M, qu'est-ce qu'on trouve? Donc différentes dépenses, mais on trouve là inscrit mariage de l'empereur, dot, fête et députation, parce qu'il a fallu envoyer des gens pour le vrai mariage de l'empereur qui se trouve à Paris. On envoie des gens, des représentants. Et on trouve en plus donc, aussi les mariages des militaires. Et on précise bien qu'il y en a eu 12. Alors quand on fait le total de ces deux sommes, on arrive à 547 565. Donc voilà notre histoire des mariés de l'empereur de Lyon, je précise. Bon, ailleurs, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres départements. Alors les sources, ben voilà, je vous annonce, c'est surtout tout ce qui est en archives, en bibliothèque, et quelques sites spécialisés, notamment pour ce qui sont les costumes de militaires, ça, on ne peut pas les inventer. Et toutes les images sont sorties de Wikipédia Commons, donc au niveau du droit libre. Eh bien, merci de votre attention. Est-ce que vous avez éventuellement des questions ou à poser? Si j'ai encore de la voix. Si j'ai encore de la voix pour répondre. Louis, une petite question sur Louis Bourbon. Oui. Il s'est marié à Lyon. Oui. Oui, parce que vous... Il s'est marié à Lyon. Il s'est marié à Lyon. Il fait partie des 12 militaires mariés à Lyon. Donc le 29 avril. Oui, ils sont tous mariés, les militaires sont tous mariés le 29 avril. À la queue leu. Ils sont allés à la cathédrale Saint-Jean. Pour le mariage religieux, voilà, pour la fabrique. Pardon. C'est son nom qui a été pris pour le cours Bourbon à Lyon. Ah, alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça, non, je pense que ça n'a rien à voir. Je ne pense pas. Oui. Là, c'est un inconnu quand même. Parce que là, donc, tous ceux qu'on a vus, c'est des gens simples. Hein. Ils travaillent quasiment tous aussi dans la soierie. Donc, c'est ou des ouvriers ou des fabricants. Mais voilà, il n'y a pas de... Voilà. Ben, ça dépend. Sauf la fabrique. La fabrique, c'était quand même dans l'ensemble des ouvriers. Mais eux... Ah oui, maître en soirée, maître des... Voilà, tout à fait. Bon, eh bien, s'il n'y a peut-être pas d'autres questions, mais je pense que Chantal a la voix qui commence à fatiguer. Je ne sais pas si elle pourra parler demain, mais en tout cas, je tiens à la remercier encore une fois pour cette conférence et puis pour sa participation à la semaine de la généalogie, puisqu'elle a dû faire au moins 3 ou 4 ateliers, 3 ateliers plus cette conférence. Donc, il faut la féliciter et la remercier encore une fois.